cette diaspora pourrait jouer dans ses rapports avec le pays d'origine. Moi, je m'intéresse davantage au poids de cette diaspora dans les pays d'accueil. Nous n'apportons jamais de problème sur cet aspect. Nous avons près de 8 000 Camerounais en Belgique, mais c'est une population qui ne pèse pas. Elle ne pèse pas politiquement, elle ne pèse pas économiquement, elle fait de l'affichage politique. On a des échevins, mais c'est souvent pour passer sur des affiches. Sur le terrain, on ne voit pas beaucoup de poids de cette diaspora. Les diasporas qui pèsent sont des diasporas qui sont accompagnés par leur pays d'origine. La France possède l'Agence française de développement, la Chine a mis sur pied Eximbank. On ne voit pas beaucoup ce qui est fait pour accompagner cette diaspora d'ici. L'ambassade sert davantage à donner des visas. Il n'existe aucun service consacré aux investissements dans les pays d'accueil. Est-ce que le président Cabral envisage quelque chose pour accompagner cette diaspora au cas où il arriverait aux affaires? Nous rêvons d'une diaspora qui demain aura des immeubles à Bruxelles. Vos prises individuellement, elles ne baissent pas. On a besoin d'un accompagnement, d'un soutien financier à ce fait. J'ai une deuxième question qui concerne l'éducation. Vous avez certainement fait une série littéraire au secondaire. Oui. Moi aussi. Les études secondaires au Cameroun ont trois filières. La série C a été labellisée comme une filière d'excellence. Quand quelqu'un était très bon, on l'envoyait en C. Lorsqu'il était moyen, il faisait la vie. Bon, je n'insulte pas ceux qui ont fait la vie. Et lorsqu'il était mauvais, nous les médiocres, on l'envoyait en A. J'ai fait la A, et ceux qui en A aimaient la littérature et la philosophie souffraient parce qu'ils devaient cohabiter les médiocres. Est-ce que la série A, en fait, est-ce que la littérature n'a pas aussi besoin d'une filière d'excellence comme les sciences, comme la série C? Est-ce que vous envisagez quelque chose à ce effet? Est-ce que la vocation, est-ce que la littérature a vocation à être la filière qui reçoit les médiocres? Ça concerne l'éducation. Et maintenant, je m'intéresse un peu à votre contribution à l'Assemblée nationale. Quels sont les projets que vous avez mis sur pied? Quels sont les résultats? Quels sont les blocages que vous avez rencontrés? Et la dernière question. Une de vos députées a dit, je crois, que le PCRL n'était pas un parti d'opposition, mais un parti d'opposition. Vos adversaires sont tombés dessus et ont créé toute une polémique. Comment vous définissez véritablement l'identité du PCRL? Les pays d'accueil. En fait, votre question est plus qu'une question. C'est une interpellation que vous me faites à moi et au-delà de moi, aux autres hommes politiques. Le rayonnement d'un pays à l'étranger est une question structurelle. C'est la diplomatie qui organise le rayonnement d'un pays à l'étranger. Donc ça va au-delà de la diplomatie de la représentation pour devenir une diplomatie économique. Vous avez parlé des investissements. Donc c'est un choix qui est fait par un pays. Et vous avez bien fait d'évoquer la question de la banque, par exemple. Moi, je circulais hier dans Paris, j'ai vu quelque part Bank of China. Et ça va même au-delà. Je pense que l'essentiel des pays émergents aujourd'hui essayent de créer des banques dans les pays où se trouvent leurs ressortissants pour qu'ils puissent y loger leur argent
et pour que cela leur facilite même l'accès au crédit dans ces banques-là, qui sont en fait des banques nationales mais représentées à l'étranger. Et sur ce point, seulement sur la question de la banque, je suis d'accord avec vous, c'est un indicateur de ce qu'un pays veut rayonner à l'étranger. C'est-à-dire qu'il crée une banque à l'étranger pour ses ressortissants. Parce que Bank of China en France, c'est d'abord la banque des Chinois qui crée de la ressource en France et l'épargne là-bas. Mais aussi peuvent s'endetter plus facilement dans cette banque qui est la leur pour réaliser des choses en France où ils se trouvent. Ça facilite les transactions. Donc je suis absolument d'accord avec vous. Et c'est d'ailleurs une question qu'on avait abordée en 2018. Et là, il faut donc qu'il y ait une réforme de la diplomatie. Moi, j'ai étudié la situation ou le statut des diplomates camerounais. Et j'avais publié ça en 2018, ça va ressortir dans l'ouvrage. J'ai découvert que c'est même un corps de métier à plaindre. C'est-à-dire les fonctionnaires camerounais qui sont diplomates. J'apprenais par exemple qu'ils sortaient, moi qui croyais que quand ils sortaient de l'IRIC, ils étaient même bien payés. J'ai découvert qu'ils sortaient en A1 et qu'ils avaient même un problème de profil de carrière. D'ailleurs, si vous vous rappelez, autour de l'élection présidentielle en 2018, il y avait eu une pétition anonyme des diplomates qui dénonçaient le traitement qui était le leur. Parce que globalement, les Camerounais, habitués à voir des gars de l'IRIC en costume, étaient convaincus que quand ils sortent de l'IRIC et qu'ils vont dans le beau bâtiment qui est après la radio à Yaoundé, c'est des gars bien en société. C'est pas vrai. Ils ont un problème de profil de carrière. Et même, il faut voir aujourd'hui, peut-être c'est en train de changer un peu, mais il faut même voir les profils des personnes qu'on nomme ambassadeurs, en tout cas, qu'on nomme dans nos représentations diplomatiques. Jusqu'à un passé récent, il y avait même, pendant qu'il y a des diplomates formés, il y avait une situation, je n'ai pas vérifié ces 2 dernières années, mais il y avait une situation telle que on nommait davantage des gens qui n'avaient pas appris de diplomatie pour conduire les missions diplomatiques, alors que ceux qui avaient appris la diplomatie restaient parqués dans des bureaux à Yaoundé. Donc il y a une question même liée au statut du diplomate, mais il faut une feuille de route. Au Cameroun, on dit habituellement que c'est le président qui est le patron de la diplomatie. Mais la dernière fois que le président du Cameroun a rencontré les diplomates, ça date de quand? Je crois que dans un certain nombre de pays, comme les pays où nous nous trouvons ici, il y a généralement un moment dans l'année où le président de la République rencontre tous ses ambassadeurs. En fait, c'est toujours le moment pour évaluer le rayonnement du pays à l'étranger et aussi pour donner une feuille de route à ces diplomates-là. Et qui dit feuille de route dit moyen. Cela veut donc dire de façon basique qu'il faut même revoir le rapport que nos ambassadeurs ou nos diplomates à l'étranger entretiennent même avec nos ressortissants à l'étranger. Vous savez qu'il y a une situation bizarre à l'étranger qui veut que les rapports soient très difficiles entre les ressortissants et l'ambassade. J'en discutais encore avec l'ambassadeur, c'est pour ça que je parlais de guichet tout à l'heure. Je suis à l'ambassade qui est en France, qu'on vient de nommer. Je lui disais, il y a quand même un paradoxe bizarre. Quand nous voyons par exemple comment les ressortissants français vivent au Cameroun avec leur ambassade, les ressortissants américains avec leur ambassade, les ressortissants chinois avec leur ambassade, on a plutôt l'impression qu'il y a une harmonie naturelle. C'est-à-dire que lorsqu'un Français va à son ambassade en France, à son ambassade au Cameroun, ben, il y va vraiment avec la sérénité de quelqu'un qui va chez lui. Mais chez nous, c'est très compliqué. Je ne veux pas vous expliquer pourquoi. Si les combats politiques peuvent amener des gens à saccager des ambassades, il n'est donc pas étonnant qu'après ça, qu'on mette des barricades. Et que ça se passe comme l'autre jour à Paris, je suis arrivé, les gens étaient alignés mais sous la pluie pour accéder à un service public dans leur pays. Ils considèrent que l'ambassade est l'enclave du Cameroun à Paris. Mais avant même que les ambassades ne soient saccagées, je ne suis pas sûr que les rapports entre les Camerounais et leur ambassade étaient les meilleurs. Tout ça participe du projet diplomatique qu'on a. Si déjà à l'étranger, on ne peut pas aller chez soi à l'ambassade,
normalement, naturellement. Comment on va donc pouvoir accompagner? Donc il y a là une réforme, je suis absolument d'accord avec vous, qu'il faut faire, qui passe par la réforme, d'abord même du statut du diplomate, peut-être même, je n'ai pas poussé la recherche jusqu'à ce niveau, peut-être même voir la formation de nos diplomates et nous assurer que nous formons non pas seulement des représentants, mais des guerriers, des gens qui vont à la conquête du monde pour le rayonnement du Cameroun. Cela passe par la formation. Cela passe évidemment par la formulation d'une vraie politique diplomatique du Cameroun. Je ne suis pas sûr que cette politique soit connue même par nos propres diplomates en fonction. C'est-à-dire que si vous surprenez un de nos ambassadeurs, vous lui demandez quel est le contenu de votre mission, au-delà des missions régaliennes qui sont connues, je ne suis pas sûr qu'il puisse vous dire. Ce n'est pas qu'il est incompétent, il a des patrons. Si ton patron t'envoie ambassadeur en Belgique et ne te donne pas de feuille de route particulière pour le rayonnement du Cameroun en Belgique, puisque si tu n'as pas de feuille de route, tu n'as pas de moyens, qu'est-ce que tu fais? Mais tu restes là, tu signes Et moi, je me dis même que ça doit être mieux pour un diplomate de ne signer dans sa vie que des visas. Non, je crois qu'il faut une réforme de ce côté-là. Il faut même que le président de la République se rende accessible par ses propres émissaires à l'étranger, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et quand vous y ajoutez le mauvais traitement, ça donne l'affaire qu'il y a eu en Angleterre il y a 2 ou 3 ans, où un de nos diplomates, certainement, à cause de l'ennui et peut-être d'un peu de précarité, s'est retrouvé en train de faire du trafic de cigarettes. Que voulez-vous? Il faut bien qu'il s'occupe. Sans compter ces ambassades, vous avez vu l'incident au Canada, où à un moment le Canada a demandé au Cameroun de changer l'ambassadeur, parce que ça faisait quand même depuis très longtemps qu'il était là. Et apparemment, chez eux au Canada, là-bas, au bout d'un certain temps, il faut changer. Bon, quand quelqu'un reste ambassadeur, comme c'est souvent le cas chez nous, 10 ans, 15 ans, 20 ans, bon. Donc, je suis absolument d'accord avec vous. D'ailleurs, je salue la présence de 2 diplomates camerounais qui sont dans la salle. Une chargée des affaires culturelles, c'est bien ça, et le trésorier payeur, dont la question est tombée la question est tombée à pic. Sur la question de l'éducation. Alors, puisque vous remuez les souvenirs d'enfance, moi j'ai un souvenir différent. Quand nous étions plus jeunes, et j'ai des camarades ici, les plus brillants allaient au CES et au lycée. Les moins brillants allaient au CETIC et les cancres allaient à la salle. Quand on sortait de l'école primaire, celui qui était toujours dernier de la classe, tout le monde savait qu'il allait à la salle l'année d'après. Celui qui était moyen allait au CETIC et celui qui était premier, deuxième, troisième, tout le monde savait qu'il allait au lycée. 4 ans plus tard, d'abord 2 ans plus tard, celui qui allait à la SAR arrêtait les études. Mais entrait dans la vie active. Parce qu'à la SAR, il apprenait soit sa maçonnerie, soit sa menuiserie. Et puis il entrait dans la vie active. 4 ans plus tard, celui qui allait au CETIC avait le CAP. Et pendant longtemps, quand nous étions plus jeunes, les études techniques s'arrêtaient au CAP. Parce qu'il n'y avait pas de lycée technique. Et celui qui avait son cap arrêtait donc les études 4 ans plus tard et entrait immédiatement dans la vie active. C'est eux qui réparaient les radios, les télés, les frigos, pour ceux qui faisaient froid. Il y avait 2 filières très prisées. La filière électronique et la filière froid et climatisation. C'est eux qui avaient les ateliers de réparation de frigos. Sauf que eux, ils arrêtaient les études mais entraient dans la vie active. 4 ans plus tard, toi qui étais donc allé au lycée, tu n'avais que le BPC, c'est bon à rien. Mais toi, tu continuais donc si tu étais très brillant, et je rejoins dans votre illustration, si tu étais donc très fort, notamment en mathématiques, tu allais en C, ainsi de suite. Même lorsque les lycées techniques sont arrivés, le même paradigme prospère.
Actuellement au Cameroun, quand vous faites des études techniques, vous arrêtez l'école après le bac. J'espère que vous le savez. Parce que pour continuer, vous êtes obligé de passer un concours. Si c'est Polytechnique, c'est un concours. Si c'est école de poste, c'est un concours. Si c'est école de travaux, c'est un concours. Si c'est la faculté de génie mécanique à l'université de Douala, c'est un concours. Pourtant, curieusement, si tu as un bac A, bac C, bac D, tu as 8 universités d'État qui t'attendent avec chacune au moins 22 filières. De l'histoire géo en passant par les lettres modernes françaises, anglaises, allemandes, grecques, italiennes, chinoises depuis un certain temps, ainsi de suite. Résultat des courses, vous avez chaque année un déferlement de diplômés bons à rien. Ils vont à l'université, 3 ans plus tard, ils ont tous des licences, en droit, tout ce que vous voulez. Sauf que même quand vous avez le doctorat en droit, pour être magistrat, il faut faire un concours. Pour être avocat, il faut faire un concours pour être stagiaire. Donc nous n'avons pas un système éducatif, notamment pour l'enseignement général, qui nous conduit vers des métiers. Et tout le monde fait semblant d'être étonné qu'il y ait une quantité extraordinaire de chômeurs. Parce que le paradigme est inversé. Il faut peut-être justement qu'on cesse de croire que quand on va à la salle, c'est qu'on est un raté. Quand on va au CETIC, c'est qu'on est un raté. Parce que moi, je crois que dans les pays où nous sommes, les métiers aujourd'hui, c'est dans la technologie, c'est dans le numérique et tout ce que vous voulez. Le Japon n'est pas Japon à cause des licenciés en droit. Le Nigeria n'est pas Nigeria à cause des historiens et des anthropologues, qui sont des filières d'études absolument intéressantes. Mais on a un sérieux problème avec notre système éducatif et ça commence même par l'orientation. Mais ça peut s'expliquer, lorsque nous étions petits, ça a une explication. Parce qu'après le départ du colon, en 1960, nous avons conçu un système éducatif qui devait fabriquer les remplaçants du colon. Et c'est pour ça que les métiers de l'administration ont pendant des décennies été les métiers les plus en vue. Les ngomna, comme on dit dans certaines langues chez nous. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de parents ne rêvent que de voir leurs enfants magistrats, sous-préfets, professeurs, oubliant que ici dans le pays où nous nous trouvons, ce n'est pas ces gens-là qui roulent des mécaniques, ce n'est pas ces gens-là qui transforment forcément la société. Donc il nous faut un système éducatif qui aiguise le génie et qui crée des emplois. Et Dieu sait que nous sommes dans des pays où tout est à faire. Et notre système éducatif est un levier important. Donc je suis sur ce coup. Alors moi je ne veux même pas vous suivre sur la littérature comme filière d'excellence. Parce que quand même je vous suivrai, il y a même un paradoxe. Pourquoi c'est seulement la littérature française ou anglaise? J'ai fait un post récemment, ça a pu, certains d'entre vous ont pu s'en rendre compte. Quand on a lancé le concours de l'école normale, dont des professeurs de lycée et de collège, et il y a donc une filière qu'on a créée depuis 7 ans, je crois, langue et culture nationale. Mais vous vous rendez compte qu'en langue et culture nationale, on donne 5 places. Mais en lettres modernes italiennes, 12 places. Lettres modernes espagnoles, 20 places. Et j'ai demandé, mais pourquoi on privilégie les langues étrangères au détriment de nos langues nationales que nous ne connaissons pas? J'ai évoqué tout à l'heure la question de se connaître. J'ai quand même compris aussi pourquoi. Parce que ce n'est pas par hasard que le nombre de places, par exemple, en lettres chinoises est de plus en plus élevé, parce que derrière ça, il y a des financements ou des appuis, des aides de la Chine. Derrière le nombre de places pour les lettres espagnoles, il y a des aides qui viennent de l'Espagne. Donc on est donc encore à calibrer notre système éducatif sur l'assistanat. Bon, que voulez-vous? Moi je crois que ces pays ne nous assistent pas pour rien. Quel est l'intérêt que la Chine a absolument à avoir plus d'enseignants de chinois au Cameroun?
Quel est l'intérêt que l'Espagne a à avoir de plus en plus d'enseignants d'espagnol au Cameroun? Puisque derrière tout ça, il y a des bourses. Et ça apporte les élèves. Après, je veux avoir une bourse pour aller étudier en Espagne. Bon, évidemment, quand tu viens étudier en Espagne, quand tu reviens, c'est toi qui crois que tu es encore Camerounais. Mais celui qui fait ça, c'est ce qu'il fait. Donc c'est vraiment un schéma qu'il faut absolument réviser. Sur ce coup, moi, souvent, je n'accuse même pas nos dirigeants, parce que je me dis, on ne donne que ce qu'on a. Ils sont eux-mêmes nés de ce moule, ils ont été fabriqués par ce moule, et il leur est difficile de voir les choses autrement. C'est à nous d'apporter ce changement. Pour l'Assemblée nationale, pour cette année-ci, le PCRN n'a pas introduit de proposition de loi, aucune. J'ai dit que c'est en mars, je l'ai même dit tout à l'heure quand je parlais de la nationalité, nous avons déjà préparé un texte sur le code électoral, mais ce texte-là, j'ai essayé de commencer à contacter d'autres leaders d'opposition parce que je crois qu'il est bien que l'opposition s'accorde sur un projet commun de révision du code électoral. Donc j'ai soumis le texte à certains leaders de la société civile, certains leaders d'opposition. Bon, maintenant il y a une guerre de leadership sur la question. C'est tout le monde qui annonce un matin que lui il avait un projet depuis 10 ans. Moi je leur ai dit il n'y a pas de souci. Sortez les projets qui sont les vôtres. Tout ce que nous on propose, c'est qu'à l'Assemblée nationale en mars, que le PCRN ou un autre parti puisse introduire un texte. Je ne peux pas parier que le texte va prospérer parce que ceux qui connaissent le fonctionnement de l'Assemblée savent que quand vous introduisez un texte à l'Assemblée, il doit passer le premier filtre qui est celui de la conférence des présidents, c'est-à-dire les 23 membres du bureau et les 9 présidents des commissions spécialisées. Bon, ça fait 32 personnes. Sur les 32 personnes, nous ne sommes que 3 ou 4 de l'opposition. Et il y a un vote pour que le texte passe. Et comme il y a une vieille pratique à l'Assemblée qui veut que le texte passe seulement quand il est proposé par le pouvoir, et comme ils sont dominants, c'est compliqué. Mais on va quand même essayer. Le texte de la nationalité, le texte sur le code électoral, le texte sur la réforme foncière, parce que nous sommes pour la gratuité du titre foncier, on l'a souvent dit, donc on a également préparé ce texte-là. On a même déjà envoyé, parce qu'il y a un service de logistique à l'Assemblée. Quand vous faites le texte, vous envoyez, le service de logistique met tout ça en forme. Ils ont même déjà mis en forme, ils nous ont renvoyé. Mais nous ne voulons pas communiquer là-dessus maintenant. Nous avons dit, ça c'était pour nous au PCRN une forme d'année zéro. Ce pourquoi nous nous illustrons jusqu'ici, c'est dans des propositions d'ajustement des textes qui rentrent à l'Assemblée nationale. Pour ceux qui ont suivi nos sorties sur le texte, sur la loi postale, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, ma collègue qui a parlé de parti de proposition et non de parti d'opposition, je crois que c'est seulement le mot seulement qui a manqué dans son propos. Et c'est ça qui a créé. Je crois que ce qu'elle a voulu dire, c'est que nous ne sommes pas seulement un parti d'opposition, nous sommes aussi un parti de proposition. C'est peut-être ces omissions sémantiques dans son propos, mais de toute façon, ceux qui récupèrent nos choses pour nous tirer dessus, récupèrent tout. L'autre jour, j'étais au SAGO, Salon de l'Action Gouvernementale, je sortais du stand et j'ai croisé 2 ministres qui entraient dans le même stand. Le ministre Sadi et le ministre Ngalé des Transports. Quelqu'un a filmé pendant que je leur disais bonjour et a balancé 5 minutes après dans les réseaux sociaux pour dire vous voyez, non? C'est un sardinat, il marche avec eux. Et je donc demandé que est-ce qu'il fallait que chaque fois que je marche dans la rue et que je croise un ministre, je dois détaler, de peur qu'on me dise que j'ai dit bonjour à un ministre. Vous voyez à quel niveau de superficialité nous nous trouvons. Parce que de toute façon, dans le champ politique camerounais aujourd'hui, il y a bien des choses qu'on peut reprocher au PCRN, mais pas qu'on ne propose pas. Je crois qu'en la matière, je ne revendique pas le leadership, mais je pense que nous sommes parmi ceux qui proposent le plus. Au point que nos idées sont même en débat tous les jours. Ça crée des problèmes tous les jours. Voilà les réponses que je pouvais apporter.